Les titres de ce 19h30, le chef de l'État devrait s'expliquer sur ses accointances présupposées avec un marchand d'armes. Voilà ce qu'a demandé l'opposition politique dans sa conférence de presse ce matin. Exercice au cours duquel le CFOP est revenu sur sa guéguerre avec la majorité présidentielle en ce qui concerne les complicités d'un camp ou l'autre avec les organisations terroristes. Les détails tout à l'heure. Plus de 44 000 tonnes de céréales et plus de 182 000 tonnes de produits maraîchers. Voilà ce qui est attendu de la campagne agricole sèche lancée ce 26 novembre par le ministre de l'Agriculture. C'était dans la province du Naouri. Et puis, le grand format de ce journal est consacré à ce porteur de projet, Mamadou Boundi, qui vit un véritable calvaire pour la réalisation de son projet d'embouche bovine. Alors que le financement est bouclé, il est bloqué. Deux ministères, celui des ressources animales et celui du commerce, sont accusés par Mamadou Boundi, qui soupçonne même une tentative de récupération de son bébé. Les explications dans ce journal. Voilà pour le sommaire de ce 19h30. Bonsoir et bienvenue. C'est un thème très important et surtout très actuel qui a réuni presque tous les ministres ce 26 novembre au palais de Kossiam. Guerre et conflit de 4e génération. Voilà le sujet du séminaire gouvernemental de ce mardi. Il a été animé par un général égyptien. Au centre des échanges, cette question: comment appréhender le phénomène du terrorisme dans tous ses aspects? Reportage Edwige Sanou, Rémi Lambert-Lébier. Le front, ce n'est certainement pas dans cette salle polyvalente de la présidence du Faso. Mais comprendre ce qui s'y passe et surtout s'instruire sur la logique de l'adversaire fait partie de la stratégie de guerre du gouvernement. Face à ce général de l'armée égyptienne, Christophe Dabiré et son équipe tentent de pénétrer l'un des phénomènes les plus insaisissables au monde actuellement, le terrorisme. L'intérêt premier déjà, c'est que nous nous interrogions par rapport à l'adversité à laquelle nous sommes confrontés. L'un des intérêts aussi, c'est que nous comprenions que ce n'est pas qu'une affaire des forces de défense et de sécurité, mais qu'il faut une synergie d'action entre toutes les forces vives de la nation pour apporter une réponse conséquente à cette adversité face à laquelle nous sommes. Ce séminaire qui a été animé par un expert égyptien, général de son État, et aussi formateur de son État, qui nous a partagé leur expérience, mais surtout qui a soulevé nombre de questions qui nous amènent forcément nous-mêmes à creuser, à approfondir la question, et les questions du moins, et à avancer sur le sujet. Ce séminaire a aussi le mérite de permettre au gouvernement de faire un recadrage de sa politique de lutte contre le terrorisme. Des outils nouveaux, je ne dirais pas tant, mais nous avions au moins des outils que nous structurons mieux parce que, étant très souvent sur plusieurs fronts, travaillant parfois dans l'urgence, on n'a pas nécessairement ce temps de pause qui nous permet de mieux structurer les choses. Donc il se peut qu'il y ait des éléments qui nous échappent. Nous sommes des humains comme tout le monde. Et l'essentiel, c'est que nous puissions nous en rendre compte et nous asseoir et mieux les organiser. Identiques à celles-ci seront également organisées à l'intention des parlementaires, de la société civile et des professionnels des médias. Et c'est dans cette ambiance sécuritaire trouble que l'opposition politique et la majorité présidentielle se livrent à un jeu d'accusations mutuelles complètement surréaliste, chaque camp accusant l'autre d'être complice avec les organisations terroristes. Ce matin, le CFOP en a rajouté une couche, non sans égratigner au passage le chef de l'État sur ses liens présupposés avec un marchand d'armes. Le point de Archimède Boy. Le MPP a accusé tout le monde de son échec et de son incompétence, même les génies du FESPACO. Cette réaction fait suite au point de presse de l'Alliance des partis politiques membres de la majorité présidentielle, APMP, tenu le 21 novembre dernier à Ouagadougou. L'APMP accusait le général Djibril Bassolé de tenter de déstabiliser le pouvoir en place.
Si M. Clément Savadogo accuse Bassolé, il doit lui-même se reprocher quelque chose. En effet, il fut le tout-puissant ministre de l'administration territoriale de Blaise Compaoré. Dans sa logique à lui, il est donc responsable de la situation actuelle et détient aussi la liste des terroristes. Que la justice l'entende, et je pense que la justice devrait s'auto-saisir pour l'entendre. L'opposition saisit l'occasion de cette conférence pour exiger un audit des comptes du ministère de la Défense par l'autorité supérieure de contrôle d'État et de la lutte contre la corruption. Un ministère en première ligne dans la lutte contre le terrorisme. L'opposition politique réitère donc sa demande que les équipes de l'inspecteur général aient accès au dossier du ministère de la Défense. Il convient d'ailleurs de rappeler que la SELC audite chaque année les comptes de la présidence du Faso, dont les activités sont supposées être plus confidentielles que celles de n'importe quel autre ministère de la République. Notre demande est de plus que jamais pressante, suite aux dernières révélations dans le journal La Lettre du Continent, dans sa livraison du 20 novembre 2019, notamment au numéro 812. Cette publication dit que pour toutes les fins de semaine, le président du Faso part boire du champagne chez son ami marchand d'armes, Rafi Dermadirostian. Cet homme d'affaires franco-libanais a notamment facilité l'achat l'année dernière d'un hélicoptère de combat pour l'armée burkinabé. Que fait cet hélicoptère de combat lorsque les terroristes massacrent des civils? Ces révélations, qui n'ont jamais été démenties par le gouvernement, sont suffisamment graves et viennent donner raison à l'opposition politique d'exiger la levée des secrets de défense sur le budget de l'armée. Concernant le recrutement de volontaires dans l'armée, annoncé par le chef de l'État, l'opposition politique burkinabé n'est pas contre cette idée. Elle craint cependant que derrière cette opération ne se cache la mise en place de milices politiciennes qui pourraient servir d'instruments de terreur pour influencer les élections en 2020. Ils sont partis de chez eux un jour où progressivement certains par choix, d'autres sous la contrainte. Et puis, ils ont établi domicile dans la rue avec tous les dangers que cela comporte. Les enfants de la rue ne sont cependant pas seuls. Dans leur détresse, plusieurs associations sont à leur chevet. Parmi elles, l'ONG SAMU Social Burkina Faso. Eh bien, elle a décidé, à l'occasion de la Journée internationale des enfants des rues, célébrée ce 26 novembre, de mettre en lumière ses actions en faveur de ces nécessités. Madina Sieno. Hier, enfant de la rue, aujourd'hui chef d'entreprise de couture. Rachid Sana raconte ici le calvaire qu'il vivait lorsque la rue était sa seule demeure. Mais ce souvenir appartient désormais au passé, et ce grâce à l'ONG SAMU Social Burkina Faso. À l'occasion de la Journée internationale des enfants des rues célébrée ce 26 novembre, l'ONG SAMU Social réédite cet exemple de réussite. Au total, 6 jeunes ayant au préalable reçu une formation dans différents domaines d'activité reçoivent du matériel pour s'installer à leur compte. L'ONG SAMU Social réaffirme ainsi son engagement à retirer un grand nombre d'enfants de la rue. Aujourd'hui, c'est le 26 novembre et c'est la Journée internationale des enfants des rues. Nous avons voulu commémorer donc cette journée avec les enfants, je pense autour de 300 enfants, pour déjà dire que nous reconnaissons effectivement l'existence de ce phénomène et qu'il est très important que nous puissions donc réaffirmer tout notre engagement à accompagner ces enfants-là à sortir de la rue. Pour le directeur de SAMU Social, les violences intrafamiliales expliquent la présence des enfants dans la rue. Pour atteindre donc l'objectif zéro enfant en situation de rue, tant souhaité par le ministère en charge de la solidarité nationale, il faut repenser les pratiques éducatives au Burkina Faso. Au-delà de sortir ces enfants de la rue, ce qu'il faut faire, c'est déjà arriver à prévenir les départs. Ce qui est plus important en fait, arriver à prévenir ces départs-là, faire en sorte que ces enfants-là ne quittent pas le foyer familial. Parce qu'une fois en rue, le problème devient très complexe. Donc travaillons en amont à prévenir ces départs-là, d'où l'intérêt de faire comprendre aux parents la nécessité de bannir, de proscrire tout ce qui est violence, parce que les enfants n'ont pas besoin de violence pour grandir. Il faut revoir nos méthodes, il faut repenser nos pratiques éducatives, parce que si nous n'arrivons pas à faire ce travail-là, je pense qu'on n'arrivera jamais à vaincre ce phénomène des enfants jeunes en situation de rue. 300 enfants au total ont pris part à la célébration de la Journée internationale des enfants des rues. Plusieurs activités, dont un match de football, ont marqué cette journée.
Toute autre chose est direction la province du Naouri, notamment à Dakola, où le ministre de l'Agriculture a procédé au lancement de la campagne agricole sèche ce mardi. Plus de 44 000 tonnes de céréales et plus de 182 000 tonnes de produits maraîchers sont attendus. Il faut dire que beaucoup d'espoirs sont fondés sur cette saison agricole sèche après les déboires de la campagne humide qui a laissé 17 provinces dans une situation déficitaire. Roméo Koeta. Les prévisions de la campagne agricole régulière 2019-2020 affichent une production céréalière de plus de 5 millions de tonnes, ce qui correspond à une hausse de plus de 200 000 tonnes par rapport à la campagne précédente. On pourrait juger le bilan satisfaisant. Malheureusement, 17 provinces de 3 régions durement frappées par l'insécurité sont déficitaires. La campagne agricole sèche se présente donc comme une opportunité qui devrait permettre de combler ce déficit. Environ 45 000 tonnes de céréales et 182 000 tonnes de produits maraîchers sont attendus au terme de cette campagne agricole de contre-saison officiellement lancée ce 26 novembre. Il faut que nous allons vers l'intensification de la campagne agricole de saison sèche, parce que ça va nous permettre non seulement de pouvoir acquérir plus de 40 000 tonnes de céréales, mais également pouvoir produire des légumes. Et cela va contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire. Et nous, cette année, le deuxième objectif, c'est de voir comment nous allons appuyer les personnes déplacées. Et justement, ces personnes déplacées qui paient un lourd tribut de l'insécurité qui les a contraints à quitter leur localité, abandonnant champs et greniers. En plus des actions de solidarité déjà entreprises par le gouvernement, la présente campagne sèche leur fait la part belle. 330 hectares seront mis en valeur pour produire des céréales et des produits maraîchers afin de leur venir en aide, selon Salifou Ouedraogo. Le défi pour les producteurs demeure cependant la mévente des productions, l'accès aux intrants, au matériel agricole et surtout aux technologies innovantes d'irrigation. Des préoccupations auxquelles le gouvernement apporte des solutions. Et cette campagne aussi est pour nous une occasion de pouvoir mettre en place notre modèle agricole résilient et performant. Et ce modèle agricole, c'est quoi? C'est la maîtrise totale de l'eau à partir des forages et une pompe solaire qui va permettre de mettre à la disposition de l'eau des exploitations d'au moins 3 hectares afin de pouvoir produire au moins 50 tonnes de céréales et au moins 60 tonnes de légumes dans chaque exploitation. Les intrants, les semences améliorées et les pesticides seront quant à eux subventionnés à hauteur de 6 milliards de francs CFA au profit des producteurs de céréales et des maraîchiculteurs. Cette cérémonie a servi de cadre pour remettre symboliquement les équipements et les intrants aux producteurs. Et maintenant, le grand format de ce journal, il se nomme Mamadou Boundi. Il est économiste et gestionnaire de formation et il est surtout porteur d'un projet de réalisation d'une embouche bovine à Bobo-Dioulasso. Un projet dont le financement est déjà acquis et totalement bouclé. Et pourtant, Mamadou Boundi peine à démarrer les travaux. La faute à des blocages d'ordre administratif. Le ministère des Ressources animales et celui du Commerce sont notamment pointés du doigt. Mamadou Boundi parle même d'une tentative de récupération de son bébé. Qu'en est-il exactement? C'est le dossier de ce journal. Rémi Lambert-Nébier. Bobo-Dioulasso, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso. Il aura parcouru le trajet à maintes reprises pour pouvoir enfin lancer son projet d'embouche bovine. Mais depuis 2 ans, toutes ces sollicitudes se montrent infructueuses. Pourtant, il semble avoir fait le plus difficile, l'obtention du financement. Un financement qu'il est allé chercher en milieu du Burkina Faso. En mars 2016, que l'OCI a invité, n'est-ce pas, les pays sahéliens, notamment les pays à vocation d'élevage, qui sont les G5 actuellement d'ailleurs par coïncidence, et d'autres pays musulmans, la Côte d'Ivoire, l'OCI a invité nos chambres de commerce pour aller leur exposer leurs besoins en viande de qualité, ce qu'ils appellent en viande de consommation halal. Et c'est cette opportunité-là que ce cabinet international qui est spécialisé dans l'exportation de la viande depuis un certain nombre d'années avec les pays arabes a saisi l'opportunité pour faire des levées de fonds. Et c'est ce fonds-là qui est disponible aujourd'hui, mais qu'on n'arrive pas à investir. Et moi, j'ai eu la chance de participer à un forum à Bamako en décembre, début décembre, 8 et 7 décembre 2017, où j'ai rencontré ces partenaires-là, que j'ai fait inviter 2 fois à venir au Burkina,
qui sont venus, qui ont rencontré les ministres. Mamadou Boundi et le groupement Kaourou présentent leur projet d'embouche bovine comme un modèle de projet structurant dans l'élevage. Le projet consiste à faire les champs d'exploitation de production fourragère et ensuite à faire un grand réseau d'embouches bovines, ce qui va stabiliser les animaux sur place. Donc ils n'iront pas ni vers le Ghana, ni vers la Côte d'Ivoire, ni vers le Nigeria. Deuxièmement, c'est de faire deux abattoirs certifiés modernes au Burkina pour l'abattage des animaux embouchés afin d'exploiter leur viande. Donc sur toute la ligne, c'est un programme transversal qui va créer d'énormes emplois. Samanga, une zone agro-pastorale à quelques encablures de Bobo-Dioulasso. C'est avec les éleveurs installés dans cette zone que la phase pilote du projet est censée être mise en œuvre. Mais un autre facteur se présente sur le terrain et hypothèque davantage l'aboutissement du projet. Les éleveurs sont progressivement contraints de migrer vers d'autres aires de pâturage du fait de la menace des constructions d'une société immobilière. Un beau matin, à notre grande surprise, on a retrouvé des bornes dans notre zone de pâturage. On a voulu comprendre auprès de la mairie et nous avons eu pour seule réponse que nous avons été informés, c'est tout. Pourtant, nous avons les documents qui attestent que c'est notre propriété. La situation nous inquiète. Mamadou Boundi et ses partenaires disent être maintenant convaincus d'une chose. On tente de leur retirer le projet. Le financement est disponible au maître de nos partenaires. Ils ne demandent aucun franc à l'État. Ils ne demandent qu'une garantie morale. Mais seulement, les gens aiment faire l'écran. Ils aiment récupérer l'idée des autres pour se prévaloir avec et faire croire au président du Faso que c'est eux qui, en fait, sont les initiateurs, alors que rien. Vu la taille du programme, nous avons touché les autorités gouvernementales, à savoir le ministre des Ressources animales, le ministère du Commerce, où nous avons décliné toutes nos stratégies, où nous avons transmis toutes nos documentations à ces deux ministères-là, à partir de leurs services techniques. Et à mi-parcours, on se rend compte qu'ils ont organisé des conférences en lieu et place de mes partenaires et moi. Inspiré par le programme présidentiel dont il a même fait l'ébauche d'un livre, Mamadou Boundi et les éleveurs de Samanga disent s'en remettre à la clairvoyance du président du Faso. Les portes de Kosiam qu'ils tentent de déverrouiller leur restent désespérément fermées. Voilà, et pour être complet sur ce dossier, sachez que selon les informations à notre possession, les partenaires de Mamadou Boundi auraient reçu une lettre officielle leur demandant de se passer de sieur Mamadou Boundi et de traiter directement avec les autorités burkinabées. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Passons maintenant à la santé, notamment de la maladie de la dengue, une maladie qui fait rage en ce moment. Elle cause plusieurs cas d'hospitalisation et même de morts au Burkina Faso. Pour un diagnostic plus rapide et donc une prise en charge accélérée de la maladie, l'ONG Terre des Hommes lance le projet de surveillance de la dengue. Majid Bakou en Sandrine Zougouri. La dengue fait environ 250 000 cas symptomatiques par an au Burkina Faso. En 2017, plus de 6 000 cas de dengue ont été détectés dans les formations sanitaires. Face à la flambée de cette épidémie, l'ONG Terre des Hommes, en partenariat avec FIN et le ministère de la Santé, lance le projet de prise en charge et de surveillance digitale de la maladie. Dans cette salle, des experts du ministère de la Santé s'outillent sur ce nouveau projet. Il s'agit d'un projet pilote pour la surveillance de la dengue, un projet conduit en partenariat avec le ministère de la Santé et FIN, qui est une fondation spécialisée dans la production et la conception des tests de dépistage. Et ce projet de 15 mois nous permettra de pouvoir élaborer des outils digitaux pour faciliter la prise en charge des cas suspects de dengue au niveau des formations sanitaires et de renforcer la surveillance épidémiologique de cette maladie en essayant de proposer des outils d'analyse en ligne qui vont permettre de pouvoir faire un meilleur suivi. La phase pilote de ce projet est prévue dans les centres du district sanitaire de Boulmiougou, dans la région du centre. Il devra permettre de diagnostiquer
les cas de dengue avec un module digital. Et ça serait sur quelques centres de santé de ce district. Et pour le moment, l'équipe d'investigation est toujours en train de travailler sur le choix de ces sites. Mais bon, l'investigation va démarrer autour du mois de mars. Le partenariat donc avec FINE, qui est une ONG qui intervient donc dans le développement des solutions innovantes, le développement des solutions digitales. Et bien sûr, avec Terre des Hommes, qui a une longue expérience effectivement au Burkina Faso dans le développement de l'outil REC, permettra effectivement, dans le cadre de cette maladie, d'améliorer le diagnostic de la prise en charge de cette maladie au niveau des agents de santé. Et par là, pouvoir détecter plus rapidement une survenue d'épidémie lorsque cela viendra. Ils sont au total 27 experts qui prennent part à cet atelier de lancement et de planification. La phase pilote de ce projet est prévue pour durer 15 mois et devra débuter en mars prochain. Bientôt, les éditions Sidoya devraient avoir des locaux plus appropriés à leur mission d'information. Le projet vient de passer une étape décisive, celle de l'acquisition d'un terrain. Une convention a été signée dans ce cadre entre le premier quotidien d'information du Burkina et la Sonature. Des signatures qui marquent le franchissement d'un nouveau cap dans le projet de construction des nouveaux locaux des éditions Sidoya. L'acquisition d'un terrain, 2 parcelles contiguës mises en vente par la Sonature. C'est une convention donc, qui va permettre donc, à Sidoya pendant 8 ans de payer annuellement donc, une tranche pour pouvoir donc, solder donc, la parcelle qui se chiffre, les 2 parcelles qui se chiffrent donc, à plus de 400 millions. Donc le paiement sera par annuité. Après près de 4 ans de difficultés, le projet de construction du nouveau siège de Sidoya devrait peut-être connaître un début de réalisation. Sur les 2 sites, devraient sortir de terre dans quelques années 2 bâtiments pour les bureaux et pour le matériel technique. Le bâtiment, le terrain de 6000 m² servira à l'administration. C'est 5 étages. Et comme je dis, sous réserve des modifications qui vont être apportées. Et le terrain de 4000 m² servira à l'imprimerie. De nouveaux locaux pour mettre fin à la situation géographique actuelle des éditions Sidoya, qui expose le premier quotidien burkinabé à des aléas parfois dangereux. Le plus préoccupant, c'est d'avoir des outils de production qui valent des milliards et qui sont à la portée de flammes potentielles, d'incendies potentiels. Comme vous savez, nous sommes à côté des vendeurs de papier. Nous avons des cuves, nous avons aussi du papier que nous stockons, malheureusement, à côté des outils de production. Tout ça, ce sont des scénarios potentiellement dangereux que nous côtoyons tous les jours. Le coût du projet était estimé à 6 milliards de francs CFA à son commencement, il y a 4 ans. Le métier d'archiviste, parfois méconnu, souvent même méprisé au regard de la place qu'on lui accorde dans les administrations en Afrique. Et pourtant, il joue un rôle primordial. Il a aussi ses codes et ses principes qui doivent être respectés par les archivistes s'ils veulent bien être efficaces. C'est ce que dit Félicien Oké, auteur d'un livre intitulé « Archiviste efficace en Afrique, 10 clés de succès ». Il a été dédicacé ce week-end. Rémi Lambert-Nibier. 146 pages pourraient donner à une profession sa noblesse, le métier d'archiviste. Écrit par un professionnel du domaine, l'ouvrage est aussi bien didactique que critique. Félicien Oké y jette un regard sur l'état des archives en Afrique. Les archives en Afrique sont dans un état critique et chronique. Critique et chronique parce que c'est les parents pauvres de l'administration. Personne ne s'en soucie. Et c'est dans le rebondissement d'une affaire qu'on commence à chercher indéfiniment les archives, mais on ne fait rien préalablement pour mieux les conserver. On n'a pas de vision, on n'a pas de plan d'action concret. Le journaliste Alain Foucault, avec son coffret Histoire de l'Afrique, le coffret, vous l'achetez au moins à 50 000 francs. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Nos histoires d'indépendants de chaque pays, c'est ça, il a collecté, il est allé à l'INA, à RFI, il a collecté et il nous revend à nous-mêmes. On ne doit pas être fier d'être dans cette dynamique de rachat de notre mémoire, de rachat de notre propre histoire. Ça pose un problème de dignité personnelle et collective pour nos dirigeants africains. C'est très important. Un métier délaissé, mais ce n'est pas pour autant que les archivistes doivent se complaire dans les plaintes. Et c'est là la première clé du succès que l'auteur livre à ses lecteurs. Attention,
il y a un piège dans lequel vous ne devez pas tomber. Un archiviste doit toujours se mettre en tête que l'état des archives, pour l'état des archives, il n'a pas à accuser les autorités. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi. Dans aucune langue africaine, le terme archive n'existe. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas une culture pour nous d'archiver nos connaissances. Ce qu'on faisait, c'est quoi? Il y a des personnes âgées qui, en fonction de leur expérience, détiennent le savoir. Ce n'est pas dans notre culture. Donc, il ne faut pas en vouloir aux autorités. Il faut plutôt aider les autorités à vous aider quand vous êtes archiviste. C'est très important. Quand vous intégrez ça comme paramètre dans votre comportement, vous êtes à l'aise. Être archiviste efficace en Afrique, la clé du succès peut s'appeler également efficience. La question des archives est souvent le dernier point ou dans les divers. Ça, là, c'est constaté partout. Généralement, quand c'est dans les divers, vos supérieurs hiérarchiques sont déjà fatigués. Si vous venez et vous les encombrez avec des laïus, ils vont rapidement vous chasser. Vous avez environ 3 minutes chrono pour les convaincre. 3 minutes chrono. Si vous dépassez ça, c'est fini. Leur attention baisse. Ce sont autant de conseils pour une brillante carrière dans le métier d'archiviste que Félicien Oké donne à la jeune génération de la profession. Archiviste efficace en Afrique, dit clé de succès, sera bientôt disponible dans les différentes librairies en français et en anglais au prix de 5 000 francs CFA. Le 1er janvier 2020 va débuter l'enrôlement biométrique dans l'optique des élections de 2020. Eh bien, l'association Jeunesse Espoir d'Afrique entend jouer pleinement son rôle dans la réussite de cette opération. Elle a entrepris la formation de 30 jeunes venus de 5 régions du Burkina Faso, une formation sur les techniques de ce processus d'enrôlement. Abdoulaziz Assari. Ils sont au total 30 jeunes venus de 5 régions du Burkina Faso. En conclave à Boromou dans les Balais, ils bénéficient d'une formation en technique de monitoring de l'enrôlement biométrique. Initiée par l'association Jeunesse Espoir d'Afrique avec l'appui financier du Fonds des Nations Unies pour la démocratie, cette formation vise à outiller les participants sur les techniques de surveillance du processus d'enrôlement, mais également leur permet de pouvoir convaincre d'autres jeunes à s'inscrire sur le fichier électoral. La principale mission de ces jeunes sur le terrain, c'est ils seront déployés, ça veut dire dans les 5 régions concernées dans le projet, ils seront déployés sur le terrain en même temps que l'équipe de la CENI. Et leur rôle, c'est de voir, lorsque la CENI va commencer à enrôler la population, c'est de voir qu'est-ce qui ne va pas. Parce que pour nous, pour que le processus soit un succès, soit vraiment une grande réussite, il faudrait qu'on arrive à corriger au fur et à mesure que nous sommes sur le terrain. C'est pourquoi ces moniteurs, tous les jours, tout ce qui ne va pas sur le terrain seront remontés à temps réel et que nous allons transmettre à la CENI, qui est un partenaire particulier dans ce projet. À travers ces démembrements aussi sur le terrain, ils seront interpellés à corriger au fur et à mesure avant que le processus ne finisse. Pendant les 3 jours que va durer cette formation, les apprenants échangeront sur la généralité de la démocratie et sur les méthodes de collecte d'informations nécessaires. Il faut dire que cette année, l'enrôlement va se faire en 3 étapes. Et nous, notre travail, dès que la formation s'achève ici, les moniteurs sur le terrain, alors vont d'abord travailler sur la première étape. Et lorsque l'efficacité, la satisfaction et les attentes des populations seront récoltées, alors nous allons faire un travail et reverser les recommandations à la CENI qui pourra prendre en compte ces recommandations-là pour pouvoir améliorer la participation des citoyens au processus d'enrôlement à la 2e étape. Donc naturellement, à l'issue de ce qu'on fera ici et le travail terrain, normalement, on doit avoir un processus, je dirais, d'enrôlement biométrique en sa phase D qui va se voir amélioré. Donc voici un peu l'objectif que nous nous sommes fixés et ce sont ces rudiments que nous allons donner aux participants. La campagne d'enrôlement biométrique est prévue du 1er janvier au 31 mars 2020. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On maintient le cap. Rendez-vous donc demain à la même heure, 19h30, pour une autre aventure dans les méandres de l'information nationale et internationale, toujours sur BF1. Merci de votre fidélité.